Magdi Marchette, bonjour. Bonjour. On est là pour parler de cosmologie, de Big Bang et de théorie de l'inflation. Donc je pense que pour commencer, on pourrait faire l'exercice habituel qu'on fait sur ce podcast. C'est que tu nous expliques... J'avais pensé au Big Bang, que tu nous expliques le concept du Big Bang sous 3 niveaux différents. Donc le premier niveau, ça serait... si tu l'expliquais à un enfant de 8 ans. Le deuxième, ça serait à un lycéen, quelqu'un qui a un peu plus de connaissances. Et enfin, à quelqu'un qui fait ses études en physique. D'accord. Je t'en prie. Alors, pour ce qui est du Big Bang, je vais plus prendre par le Big Bang le modèle en fait qui décrit comment l'univers évolue. Donc, à un enfant de 8 ans, la façon dont je le décrirais, ce serait de dire c'est un travail un peu d'histoire. On essaie de comprendre comment l'univers a évolué et comment est-ce qu'il a évolué de manière très très drastique entre ce qu'on voit aujourd'hui. Donc si on regarde dans le ciel, on va voir des petits points blancs pendant la nuit qui correspondent à des étoiles, des galaxies, des amas de galaxies. Et donc l'univers, on va dire, récent. Et comment est-ce qu'il était avant, en particulier il y a 13 milliards d'années, sous l'état, alors du coup là on passe plus à l'aspect lycéen, sous l'état d'un plasma chaud. En particulier, donc un plasma, c'est un état de la matière que je pense on ne voit pas au collège et au lycée, qui correspond à des températures importantes et à une pression importante. D'accord. Donc c'est comme une sorte de lieu qui a des propriétés physiques qui sont très élevées ou extrêmes. C'est ça. Un peu en fait, typiquement le Soleil est un plasma. D'accord. Et en particulier, du coup, il y a plein de propriétés associées au plasma. Il y a des gens qui sont spécialisés en physique des plasmas. Et les points en particulier que je vais souligner sur ça, c'est ce qu'on observe en particulier donc il y a 13 milliards d'années, donc où l'univers complet était constitué d'un plasma. Donc là, on passe plus à côté étudiant en physique. Donc pour un étudiant en physique, donc plasma il connaîtra peut-être un peu, mais ce qu'on ne voit pas forcément, notamment en licence, c'est donc la cosmologie, le fait qu'on a une vraie évolution de l'univers, du Big Bang à nos jours, entre l'univers qui donc au début était constitué d'un plasma, donc ça veut dire qu'il était opaque. Le Soleil est opaque, on ne peut pas voir au-delà du Soleil directement, on est obligé d'attendre de tourner autour essentiellement. Un univers, donc un plasma qui également a est constitué de différents éléments, donc des protons libres, des neutrons, des électrons, des photons qui interagissent entre eux par divers processus. Et pour expliquer donc le Big Bang à un étudiant de licence, par exemple, ce que je dirais, c'est que ce plasma se refroidit par l'expansion de l'univers, et en se refroidissant, du coup, à un certain moment, par des phénomènes qu'on appelle recombination et découplage des photons, il perd en fait sa propriété de plasma. D'accord. Et il donne lieu à un univers transparent, tel en fait que l'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que si on s'amuse à aller dans l'espace et on pointe à un photon, on fait travailler un photon, le photon il risque de voyager pendant très 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 longtemps avant de croiser quoi que ce soit d'autre. L'univers est transparent, le photon en fait a une distance infinie avant de potentiellement croiser quelque chose d'autre, alors que dans le plasma, le photon ne fait pas ça. Et en fait, c'est cette transition entre le plasma primordial et un univers transparent qui correspond à un des événements que l'on appelle la théorie du Big Bang chaud en particulier. Donc c'était notamment les découvertes de l'idée de avoir ce qui a d'ailleurs validé et encouragé, confirmé en grande partie la théorie du Big Bang il y a quelque chose comme 60 ans, pour les cosmologistes qui travaillaient dessus, qui travaillaient sur l'évolution de l'univers. C'est une preuve personnelle, désolé, je m'avance un peu sur le reste de l'émission, qu'on avait ce plasma primordial, donc un univers opaque, un univers rempli d'un plasma trop chaud et opaque, qui donne lieu à un univers plus transparent. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans ce modèle du Big Bang chaud, il y a en fait divers événements qu'on peut accumuler. Et l'idée du modèle lui-même, c'est pas tant
c'est à la fois effectivement de décrire cette succession d'événements, que ce soit donc, le fond diffus cosmologique, que je vais définir après, mais d'autres événements également, par exemple reliés aux toutes premières étoiles, reliés par exemple les âges sombres également, lorsqu'il n'y a pas encore d'étoiles, mais également ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale du Big Bang, pour les formations des premiers éléments. Donc je balance juste des noms pour un peu se dire qu'il y a cette succession d'événements qui permet de décrire l'évolution de l'univers. Et l'idée des cosmologies, le travail en fait qu'on essaie de faire, c'est de formaliser cette évolution avec un modèle qui, en particulier, comprend 6 paramètres. Et on est l'un des rares, si ce n'est le seul domaine en fait de la physique qui essayons de décrire cette évolution du Big Bang à nos jours avec un modèle qui utilise un minimum de 6 paramètres. 6 paramètres, ça paraît beaucoup, dit comme ça, mais en pratique, chacun des paramètres a un sens physique. Et comment dire, avoir un modèle décrit avec un minimum de paramètres, c'est pas une chose facile. C'est limite pire, en fait, parce que... c'est compliqué à faire, parce qu'on a tendance à peut-être vouloir traiter chacun des événements, de la succession d'événements séparément, ce qu'on peut faire aussi, mais essayer de traiter l'ensemble de l'évolution avec un unique modèle, c'est quelque chose, enfin c'est une approche de physicien typique, de la même manière que pour la gravité par exemple. Avoir une seule théorie de gravité qui décrit à la fois comment est-ce qu'une pomme va tomber sur la Terre et comment est-ce que la Lune va orbiter autour de la Terre. Et donc l'idée c'est ces différentes échelles qui sont décrites par une même théorie. D'accord. Et donc ce que vous essayez de faire, c'est de créer cette sorte de même théorie qui explique un peu tout l'acheminement depuis le Big Bang jusqu'à nos jours. C'est ça, de créer en particulier, de la contraindre, de se dire on a ces mêmes 6 paramètres et on va voir comment est-ce qu'on peut les contraindre, aussi bien donc 304 000 ans après le Big Bang, il y a 13 milliards d'années, avec le fond diffus cosmologique, ou un peu plus tard avec les amas de galaxies, ou un peu entre les deux avec peut-être des traces de ce qu'on appelle la réionisation, avec les premières étoiles. Et l'idée en fait c'est vraiment, ou même très très récemment avec par exemple les supernovas. Et on a différents marqueurs qui vont essayer de mesurer indépendamment, enfin différentes époques aussi, indépendamment chacun de ces paramètres. Évidemment, en plus de ce modèle minimal, on a encore des questions ouvertes auxquelles on essaie de répondre. Et parmi ces questions ouvertes, il y a ce qu'on appelle justement l'inflation. D'accord. Donc je pense que... Oui, désolé, j'ai... Là, tu as balancé plein de termes qu'on va clairement aborder ensuite, mais peut-être un peu pour que les gens qui nous écoutent comprennent un peu mieux ce que la recherche dit sur la théorie du déroulé de l'origine de l'évolution. De l'évolution, pardon, oui, de l'univers, à partir du T0 jusqu'à aujourd'hui. Je sais qu'à un moment, tu as parlé donc, du coup, du fond diffus cosmologique, donc, qui arrive à un certain moment dans l'univers. Donc, si je résume un peu ce que tu as dit, c'est quand le plasma est devenu transparent, ce qui a fait que du coup, ça nous donne une sorte de signal à partir de ce moment-là. Mais peut-être, est-ce que tu peux nous résumer de T0 jusqu'à de nos jours, qu'est-ce qui potentiellement s'est passé? Alors je vais essayer d'être succinct parce que chaque événement est associé à sa propre phénoménologie et il y a des choses sur lesquelles je suis vraiment pas expert, on va dire, dans toute cette chronologie. Dans l'idée, donc au niveau du Big Bang, donc c'est ce qu'on décrit comme étant le début de l'expansion de l'univers. Et je vais revenir un peu après dessus, mais en gros, on n'a pas réellement d'observation. C'est une construction qu'on a par la relativité générale et par l'étude qu'on en fait de la cosmologie. Donc, en fait, on observe une expansion de l'univers, et le Big Bang, c'est ce qu'on définit comme étant ce début de l'expansion. 3 minutes après, enfin, quelques instants après le Big Bang, le temps exact est encore débattu, on ne sait pas exactement combien de temps après, combien de temps ça a duré. On pense, je dis bien on pense, qu'il y a eu un phénomène dit d'inflation, où cette expansion se serait grandement accélérée. Ça, comment dire, pour quelqu'un qui ne serait pas forcément expert en cosmologie, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, expansion accélérée. Mais pour les cosmologistes, il y a un impact très très fort en fait sur la conséquence que ça a derrière. Je vais revenir dessus légèrement après parce que pour commencer en fait avec le début de
ce plasma primordial, où en fait, dans ce plasma primordial, il y a essentiellement tout ce qui compose l'univers, Mhm. et ce plasma primordial se refroidit par l'expansion de l'univers, à cause de l'expansion de l'univers. Ça, on est capable de le décrire. À chaque étape en fait, de refroidissement, il y a ce que des théoriciens vont appeler transition de phase, des découplages de ce qui compose ce plasma. Par exemple, on prédit que ce qu'on appelle les particules de matière noire, ce serait découplé à un certain moment. D'accord. Donc on est passé d'une sorte de conglomérat Contient tout. qui contient tout à un moment séparation, Et en fait, matière noire, c'est matière normale, hein, c'est comme ça qu'on... en quelque sorte. Ouais, l'idée, c'est de se dire que dans ce plasma, on peut le voir comme une sorte d'une espèce de grosse soupe dans laquelle tout interagit les uns avec les autres. Et quand on dit ça se sépare, ce qu'on veut dire en fait, c'est que les interactions deviennent en quelque sorte négligeables. C'est-à-dire que les composants n'interagissent plus. D'accord. Et par exemple, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle, oui, il y a ce qu'on appelle par exemple découplage des photons. C'est quand les photons qui sont dans le plasma ne vont plus pouvoir interagir, on va dire, avec ce qui reste. D'accord. Et on a comme ça différentes étapes de découplage avec différents éléments en fait principaux, plus ou moins abstraits. Donc ça peut être des quarks, ça peut être en fait, des éléments du modèle standard de la physique des particules, qui en fait chacun découplés les uns après les autres. Et tout ça en fait c'est des choses qu'on essaie d'étudier. C'est étudié en particulier théoriquement parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de contraintes. Là où on a des contraintes, c'est en particulier ce qu'on appelle la nucléosynthèse du Big Bang, ou nucléosynthèse primordiale. Si vous faites des recherches dessus, vous trouverez ça sous le nom de Big Bang Nucleosynthesis, BBN. Ça arrive 3 minutes après le Big Bang. Et c'est là où on a des éléments légers, comme par exemple de l'hélium, du lithium, et des éléments un peu plus lourds également, qui vont être produits. Et sur ces éléments légers, ça c'est intéressant parce que donc on est encore dans ce plasma primordial, mais on est capable de prédire leur abondance. Et après, dans des corps célestes sur lesquels on aura peu d'activité qui va produire à nouveau ces hélium, lithium et autres éléments, on est capable de mesurer cette abondance et de comparer par rapport à la théorie. Et on est capable comme ça d'avoir un accord avec quelque chose qui serait passé 3 minutes après le Big Bang, qu'on ne peut pas observer directement, et ce qu'on observe actuellement dans certains corps célestes qui n'ont pas produit davantage d'hélium, davantage de lithium, davantage d'autres éléments légers. Donc tu veux dire que ces corps célestes-là contiendraient les mêmes proportions qu'à l'origine à 3 minutes du coup 3 minutes après le Big Bang. 3 minutes après le Big Bang. Et donc du coup, comment la théorie a prédit ces différentes proportions? Alors ça c'est plus côté technique, mais en gros ça implique notamment de résoudre des équations de Boltzmann, de transport et de prendre en compte en fait l'ensemble des interactions qui existent. Donc là c'est beaucoup plus... c'est un peu de bourrin. c'est un truc un peu beaucoup de bourrin. Oui. Évidemment, dans cette bibliothèse, nucléosynthèse primordiale et dans les éléments qu'il y a avant, il y a d'autres éléments que je ne mentionne pas juste parce que c'est entrer trop dans les détails. Si on va un tout petit peu après, enfin un tout petit peu, quelques centaines de milliers d'années après, donc de 3 minutes à 380 000 ans, d'accord. On a en particulier ce qu'on appelle la recombinaison, où en fait ce sont en gros les électrons libres et les protons libres qui vont former donc des atomes d'hydrogène. Et en particulier les photons interagissaient avec les électrons libres, et du coup ne peuvent plus interagir avec. Et cette recombinaison, cette formation des atomes d'hydrogène, alors il y a aussi des atomes d'hydrogène qui sont formés dans la nucléosynthèse primordiale, mais notamment en particulier ici, ça fait que le plasma en fait tel qu'il est, avec un univers opaque, c'est-à-dire qu'un photon, s'il est émis à un moment donné, il va parcourir une distance finie, et en particulier courte, avant de réinteragir. Donc ce plasma perd sa propriété entre guillemets de plasma, entre guillemets devient transparent. L'univers devient transparent parce que ce plasma remplit l'univers. Et un photon qui serait émis à ce moment-là pourrait comme ça voyager sur une distance infinie sans croiser rien, sans interagir avec rien. D'accord. Donc il faut imaginer qu'on est comme dans une salle de concert. C'est ça. Et on passe on est dans un champ tout seul. C'est ça. C'est le Covid, il n'y a personne. C'est ce que tu veux dire par la phase de plasma, du coup, plasma
On dit plasma transparent ou On dit pas par exemple plasma transparent, de plasma primordial à, on appelle ça le moment en fait où il n'y a plus de ce plasma qui existe, on appelle ça l'âge sombre, D'accord. les Dark Eras. J'aime beaucoup. Et en fait, cet âge est intéressant parce que du coup, on a des premiers atomes d'hydrogène. Il y a à peu près rien, à ma connaissance en tout cas, qui permet de créer à nouveau des photons. On a encore, bien sûr, alors ce qu'il faut se dire, c'est que les photons ont une vitesse finie Mhm. et ce plasma remplissait l'univers. Donc, c'est-à-dire que si on se place à un point donné dans l'univers, donc tout autour de nous, donc le plasma se entre guillemets, déforme, les photons commencent à pouvoir voyager à une distance infinie. Mais comme les photons ont une vitesse finie, ça veut dire qu'en fait on a l'impression qu'il y a une sorte de sphère qui se crée autour de nous, qui s'étend, Mhm. parce qu'en fait petit à petit on perçoit de plus en plus de zones de l'univers qui passent de plasma à absence de plasma. Dans le sens où le plasma, l'univers était opaque Mhm. et l'univers devient transparent. D'accord. Et en fait, comme les photons voyagent à une vitesse finie, si par exemple on place cette pièce-là 304 000 ans après le Big Bang, on verrait, donc déjà on serait mort parce que c'est un plasma c'est très chaud, mais on verrait en fait tout autour de nous, du coup petit à petit, ce plasma qui se refroidit, les photons qui commencent à pouvoir voyager de manière infinie. Mais en fait, on verrait pas tout l'univers qui se refroidit au même moment parce que, typiquement, une zone qui serait située, je sais pas, à un million d'années de nous, en fait, on la verrait que dans un million d'années, le temps Oui, que d'accord. le photon nous rejoigne. Donc en fait, tu te bases sur le fait que il y a une vitesse, que les photons se baladent à la vitesse de De la lumière. l'univers, c'est ça. Et donc c'est avec cette vitesse-là qu'on découvre petit à petit. Quand en fait, on continue à capter Oui. ce fond diffus cosmologique. Enfin, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire ce reliquat, cette émission reliquat de ce plasma primordial. Et donc on appelle ça fond diffus cosmologique. Je vais l'appeler aussi CMB parce qu'en anglais on appelle ça Cosmic Microwave Background. C'était du coup émis par un plasma, le plasma notamment dans le visible. Mais en fait, on est capable d'étudier théoriquement que les photons sont affectés par l'expansion de l'univers et perdent en énergie. Hmm. En particulier, ils changent de domaine de fréquence. Et ce qui fait qu'un photon qui, par exemple, aurait été mis dans le visible il y a 13 milliards d'années, aujourd'hui, il est associé à une énergie beaucoup moins importante et on le capterait dans les fréquences micro-ondes, donc c'est-à-dire à la centaine de gigahertz. D'accord. Donc il perd en énergie à travers le fait de passer dans. Par l'expansion de l'univers. Par expansion. Ok, d'accord. Juste par l'expansion de l'univers. Juste pour avoir un peu une manière de visualiser Oui. comment on capte ces photons. En fait, quand tu parles de l'univers comme une sorte de ballon de rugby ou Ouais. du moins dans la manière dont j'imagine comme un ballon de rugby qui j'allais dire expand, mais qui s'étend. qui s'étend. J'arrive mal à comprendre si le fond diffus cosmologique provient d'une sorte de centre de cet univers ou des extrémités de ce ballon. C'est pas exact. L'idée, c'est en fait, il faut le voir d'un point de vue d'un observateur. C'est pas exactement comme un ballon de rugby qui s'étend. En fait, c'est plus comme une. Si on prend l'univers complet sans avoir le dos comme observateur et qu'on a l'information de manière continue, instantanée de tout l'univers, très très grossièrement, c'est pas exactement comme ça que ça arrive, mais très très grossièrement, c'est un peu comme si l'univers s'éteignait, en quelque sorte. On passerait d'un univers opaque, d'un plasma, à quelque chose de noir. Mhm, mhm. Évidemment, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas cette puissance de pouvoir tout capter de manière instantanée. Les photons mettent du temps avant de nous rejoindre quand ils sont émis par une source. Et les photons sont constamment émis dans ce plasma primordial, sont constamment absorbés, réémis, absorbés, réémis. Et du coup, si on prend deux zones données du plasma primordial, où les photons du coup se mettraient à... ce plasma perdrait cette propriété de plasma, si on prend une zone donnée, elle ne verrait que l'autre zone a arrêté d'être un plasma au bout d'un certain temps. Parce que le temps qu'en fait les derniers photons qui ont été émis par cette zone-là arrivent, enfin la zone de... Alors du coup pour ceux qui sont... Elle arrive de la zone de gauche, arrive à la zone de droite, arrive d'une zone à une autre. Donc c'est juste en fait le temps que l'information arrive. Ah d'accord, donc je comprends.
J'ai l'impression de mieux comprendre. Du coup, donc en fait, les photons enfin le fond diffus cosmologique que l'on perçoit provient seulement de zones qui sont lointaines de nous. Et comme du coup tout s'étend, ça fait que c'est comme ça qu'on les perçoit. Il y a pas de point originel. Non, il n'y a pas de point originel. Tout. De bord. C'est ça, la description, c'est que l'ensemble de l'univers était rempli de ce plasma, mais on est un observateur donné à un point donné, spatio-temporel. Et du coup, on ne peut pas recevoir toute l'information de l'ensemble de l'univers instantanément. C'est plutôt ça, en fait, l'idée qu'il y a derrière. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, même maintenant, 13 milliards d'années après l'émission de ce fond diffus cosmologique, on est encore capable de le voir. Et d'ailleurs, c'est un deuxième élément un des piliers de ce qu'on appelle la cosmologie observationnelle, c'est-à-dire cette découverte, qui d'ailleurs était accidentelle, du fond diffus cosmologique, et la capacité à pouvoir l'étudier, essayer de comprendre ce que c'est. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez intéressant avec le fond diffus cosmologique, c'est que c'est à la fois une grande mine d'informations sur ce plasma primordial et sur ce qu'il y avait avant, mais c'est aussi une sorte de mur en fait. Parce que dans un plasma primordial, si on regarde le Soleil, c'est difficile de deviner ce qu'il y a derrière si on ne voit pas le reste du ciel au final. Alors. Et en fait, pour ce plasma primordial même, ça remplissait tout l'univers. Et du coup, on a difficilement, voire pas du tout possiblement, des observations de ce qui pouvait précéder le plasma primordial, ou même des différentes phases en fait, du plasma primordial. En regardant tout du moins le fond diffus cosmologique, on a juste une information sur cette dernière surface, ce qu'on appelle last scattering surface, sur en fait ces derniers photons qui ont été émis par ce plasma primordial. D'accord. Donc c'est comme si on avait une sorte de maison fermée où il y a une soirée qui se passe et il se passe plein de trucs. Il y a Gérard qui fait tomber son verre, des trucs comme ça, mais au final, à un moment, la porte de la maison va s'ouvrir et on va voir qui a pécho qui. Enfin, la maison explose et on se rend compte de ce qu'il y a. C'est la version. Mais du coup, toute cette période où la maison était fermée, on a du mal du coup à prédire ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison quand la porte était fermée. On a du mal en tout cas à l'observer. Pour la prédiction, en fait ça repose justement sur du travail des théoriciens et aussi sur l'étude même du fond diffus cosmologique, parce que ce fond diffus cosmologique c'est effectivement une image d'un plasma qu'on reçoit, d'un plasma primordial, mais c'est aussi une énorme mine d'informations parce qu'on a développé énormément d'outils depuis sa découverte pour essayer d'aller l'étudier. La découverte était accidentelle, c'était dans les années 60, où en fait c'était des gens qui avaient construisé un récepteur dans les ondes micro-ondes pour de la télécommunication. Ils ont construit le récepteur, ils l'ont essentiellement, je caricature un peu, mais ils l'ont allumé, ils ont observé dans toutes les directions du ciel, et à différents moments de la journée, ils voyaient quelque chose qu'ils ne devraient pas voir, un excès en fait, qui pensait être une sorte de bruit en excès. Et quand on fait de la physique expérimentale, qu'on construit un récepteur et qu'on fait quelque chose qu'on ne voit pas partout, tout le temps, le premier réflexe n'est pas de se dire on a détecté un signal cosmologique, le premier réflexe c'est de se dire il y a un truc de pas bien avec mon instrument. Oui. Et en l'occurrence, ils ont découvert qu'il y avait un couple de pigeons qui s'était installé dans le détecteur. Du coup, ils ont viré le couple de pigeons, ils ont nettoyé toutes les crottes de pigeons. Je caricature encore une fois, ils ont rallumé et ils voyaient la même chose. Et en fait, ils ont été mis en contact par un ami commun avec 3 autres physiciens qui étaient des cosmologistes, qui avaient vu en fait cette prédiction comme quoi, par des articles des années 40 je crois, Gamov, et j'ai oublié son nom, je suis désolé. Ils avaient vu donc cette prédiction d'un point de vue cosmologique, ils savaient que les photons qui étaient émis allaient perdre en énergie et seraient détectables a priori dans les ondes micro-ondes, et s'apprêtaient en fait à construire un récepteur pour essayer d'aller détecter ça. D'accord. Donc il y avait une théorie sur le fait qu'il y avait ce fond diffus cosmologique quand le plasma du coup c'était ça. Mais elle faisait pas encore consensus à ce moment-là. D'accord. Et c'est la découverte du fond diffus cosmologique qui a commencé à faire consensus, à dire en fait on a une preuve, on a un signal cosmologique qu'on voit partout. Et qui nous permet d'affirmer que oui, il y avait bien un plasma primordial. Évidemment, dans les 60 ans depuis cette découverte, on a eu beaucoup d'autres choses qui ont pu aller dans la direction de cette découverte.
Mais en fait, cet élément-là, ça fait partie de ce qu'on appelle le modèle du Big Bang Show, et qui a permis de, comment dire, entériner et amener un consensus dessus. Même si, encore une fois, il y a encore des discussions, il y a toujours des chercheurs qui vont, comment dire, mais désormais, pour décrire l'univers, si on veut inventer un nouveau modèle pour décrire l'univers qui serait une alternative, on est obligé de prendre en compte que il y a ce reliquat de plasma primordial, et ce plasma primordial en particulier, avec ce qu'on observe avec la BBN, la nucléosynthèse primordiale, ce qu'on observe avec le flux cosmologique, qui doit être consistant, qui doit être inclus dans tout modèle qu'on voudrait utiliser pour décrire l'évolution de l'univers. D'accord. Je pensais, alors là, Oui, désolé. j'ai deux chemins. Je ne sais pas lequel prendre. Donc, je pense que ça serait intéressant de parler du coup, de ce qu'on observe particulièrement. Donc, on dit le fond diffus cosmologique, mais qu'est-ce qui fait quelles sont les informations qu'on trouve dans ce fond? Et de parler de ce que ça, quelle est la conséquence. Donc, on a parlé de la théorie de l'inflation. Et donc, du coup, à toi de choisir. Tu veux partir dans quelle direction? Je peux essayer de faire un peu des deux. D'accord, c'est parti. Alors, pour la théorie de l'inflation, l'idée c'est qu'avec ce plasma primordial, du coup, d'un ensemble de succession d'événements, on a un modèle qui nous permettent de décrire qu'est-ce qui s'est passé. Et on a des éléments observationnels qui confirment, qui donnent des éléments de confirmation. C'est toujours compliqué en physique de parler de confirmer une théorie ou pas, parce qu'il y aura toujours des théoriciens qui vont pouvoir amener des éléments, dire que non, en fait, telle comment dire, découverte, on peut l'interpréter de telle autre manière, et du coup, il faut davantage d'éléments pour aller confirmer définitivement. Donc, je vais parler d'éléments de confirmation. Et dans l'idée, je suis dit, oui, voilà, sur ce qu'on a du fond diffus cosmologique et de ce modèle-là, donc on a ces successions d'événements, mais il nous manquait de l'information sur la production des conditions initiales. C'est-à-dire, on observe que par le fond diffus cosmologique, par ce qui se passe après également avec les galaxies, peut-être pas exactement les galaxies, mais on observe que l'univers en particulier est plat. Il y a un paramètre de courbure de l'univers. On peut savoir si l'univers est plutôt ouvert ou fermé. On observe qu'il est plat. Et quand on fait en fait le formalisme, on se rend compte que pour qu'il soit actuellement essentiellement plat, il faut qu'il ait été très 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 plat au début. Et on a a priori pas de raison de penser que c'était le cas. Enfin, ça peut être une coïncidence statistique, mais c'est, comment dire, on n'a pas d'argument pour avancer ça. Un autre élément, c'est le fond diffus cosmologique lui-même. Il est extrêmement homogène. Quand ils l'ont détecté, donc ils voyaient, comme je disais, la même chose partout dans le ciel, parce qu'en fait, ils n'avaient pas encore la sensibilité pour voir ce qu'on appelle des anisotropies, des petites variations sur cette surface du fond diffus cosmologique. Et d'ailleurs, on a dû attendre 30 ans avec un satellite, le satellite Kobe, qui a d'ailleurs reçu un prix Nobel, et Penzias et Wilson, qui ont fait la découverte également, pour aller observer ces variations dans cette surface du fond diffus cosmologique. Donc, cette surface même, on l'observe à environ 2,7 Kelvin. Et des variations, on les observe à 1 100 millième de la valeur moyenne. Donc c'est ultra homogène, quoi. Ultra homogène. Il y a des tout petits trucs seulement. C'est ça. Ok. Et le fait que ce soit ultra homogène, c'est pas normal. Parce que quand on regarde le temps du Big Bang, l'émission de ce fond diffus cosmologique, donc par la relativité générale, on sait que l'information ne peut pas voyager plus vite que la vitesse de la lumière, a priori. Et en fait, le fond diffus cosmologique est trop homogène pour que l'information se soit transmise, on va dire, sur l'ensemble. Donc soit, pareil, c'est une coïncidence statistique, et tous les petits patchs du ciel se sont mis d'accord pour être à la même température, soit il y a quelque chose de plus derrière. Il y a d'autres, comme ça, arguments qui permettent d'amener à est-ce qu'il n'y a pas une théorie qui se cache derrière la production de ces conditions initiales qui amène à cette homogénéité du fond diffus cosmologique, comment dire, le fait que l'univers soit plat et d'autres éléments que je ne vais pas mentionner. Et en fait, il se trouve que l'inflation, donc cette phase d'accélération de l'expansion de l'univers, ça nous permet d'expliquer tout ça. D'accord. Avec une seule phase qu'on introduit au début, le Big Bang, proche du Big Bang, on permet d'expliquer ça. Donc si, ce que j'ai compris du coup, c'est que on a une sorte de map où on a des paramètres qui devraient être différents du fait que... Ou plutôt qu'on ne sait pas expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça. On ne sait pas expliquer pourquoi ils sont aussi homogènes. Aussi homogènes.
ou alors on ne sait pas expliquer pourquoi est-ce que l'univers est aussi plat, alors que s'il était un tout petit peu ouvert ou un tout petit peu fermé, on sait qu'il serait pas du tout plat. Par ouvert et fermé, tu veux dire quoi? C'est en gros le paramètre qui nous permet de décrire la courbure de l'univers, la courbure moyenne de l'univers. Il peut être positif ou négatif, et ça correspond à ce que nous on va appeler ouvert ou fermé. Et pour se rendre une petite intuition, ça va notamment influencer par exemple comment un photon va se propager, comment va se déplacer. D'accord. Et l'idée c'est qu'avec quelque chose qui serait plat ou fermé, l'image qu'on a habituellement c'est de représenter du coup une trajectoire fermée, une trajectoire ouverte. Ça influence un peu en fait la façon dont l'espace-temps, on va dire, se comporte, et sachant que les photons vont suivre en fait en gros les géodésiques de l'espace-temps. Je vais passer sur les détails techniques, mais en gros l'idée c'est on est capable de, enfin c'est un des éléments, on va dire, cette mesure de ce paramètre sur la courbure de l'univers qui laisse penser qu'il y a peut-être quelque chose de plus. Et en fait, du coup, introduire l'inflation, ça permet de justifier de tout ça. Mais le problème, c'est que l'inflation, elle serait survenue très très proche du Big Bang. Et donc, à un endroit, donc, comme je disais, on avait cette espèce de mur qui est le fond du flux cosmologique 380 000 ans après. Et du coup, on n'a pas d'observation directe de l'inflation. On n'a que des observables indirects. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour quand même savoir s'il y a eu de l'inflation, comment est-ce que c'est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé réellement. Donc ce qui se cache derrière l'inflation, c'est le fait de dire, ok, ce qu'on observe, c'est ultra homogène, et il y a des toutes petites variations, mais quasi rien. Et donc, on se dit qu'en fait, tout vient d'un tout petit point qui fait que les propriétés pouvaient être les mêmes dans ce petit point. Et après, ça a pété, et du coup, très très rapidement, et donc du coup, ça a pu conserver tous ces paramètres initiaux. C'est en gros l'idée, à ceci près que le petit point, on le formalise de manière différente avec des notions de rayons de Hubble, pour savoir comment est-ce que l'information, quels points sont touchés par telle information. Mais c'est à peu près l'idée, c'est ça. D'accord. Ok. Donc du coup, le fond diffus cosmologique nous apprend plus sur les origines de l'univers, et plus spécifiquement, est-ce que tu peux nous parler des signaux B et E? Oui. Et après on parlera de tout. Oui, oui. Alors, en gros, juste avant de parler des signaux B et E, parce que pour présenter le tableau complet, en gros, dans ces photons qui nous permettent d'observer ce fond diffus cosmologique, les photons du CMB, on a essentiellement deux informations. C'est leur intensité et leur polarisation. Donc la polarisation des photons, c'est un état des photons, et par exemple, quand vous êtes au ski, vous allez avoir des lunettes polarisantes qui vont permettre de ne pas être ébloui par la lumière, parce qu'en fait ça va couper les photons qui vont être réfléchis par la neige et qui sont polarisés d'une certaine manière, et du coup on est capable de couper cette polarisation. Et l'idée en fait, c'est que depuis en fait les années 60, mais en particulier depuis les années 90, avec l'observation des anisotropies, de ces variations du fond diffus cosmologique, on est capable de caractériser cette température et cette polarisation, en particulier en faisant des cartes du fond diffus cosmologique. La polarisation, c'est venu un peu après. On a été capable de caractériser en particulier la température, de comparer ça aux prédictions qu'on avait, par exemple d'étudier la propagation d'ondes acoustiques dans ce espace primordial, de caractériser d'autres impacts que ça pouvait avoir sur, par exemple, ce qu'on appelle la réionisation, donc l'impact des premières étoiles sur les photons du fond diffus cosmologique. Et donc là, tu parles du fait que, malgré que tu as ce fond diffus cosmologique qui, on va dire, a des paramètres qui vont avec lui, potentiellement, il s'est fait aussi affecter par des éléments externes comme les galaxies. C'est ça, parce qu'en fait les photons ils ont été émis il y a 13 milliards d'années, les photons du CMB, et ces photons ont littéralement traversé l'univers jusqu'à nous parvenir en fait. Ils sont propagés pendant 13 milliards d'années jusqu'à nous parvenir. Et donc ils ont été affectés par tout le reste en fait. Ce qui est à la fois quelque chose de bien parce que ça nous permet d'étudier indirectement tout le reste, et quelque chose de mal parce que ça veut dire que c'est un contaminant potentiel pour certains ou un objet d'étude pour d'autres. Bien sûr, on peut essayer de tout faire à la fois, et c'est en général ce qui est fait. Et
Et dans l'idée, sur la température, ça nous a révélé énormément d'informations. Il y a eu comment dire, la fameuse carte du fond diffus cosmologique. Si vous tapez CMB sur Google Images, vous allez voir une carte des anisotropie bleu et orange. C'est une carte qui a été réalisée par le satellite Planck. Ok. Et en gros, entre ce qu'a vu Kobe dans les années 90 et ce qu'a vu donc le satellite Kobe et ce qu'a vu Planck, quelque chose comme 20 ans après, non, 30 ans après, non, 20 ans après, 20 ans après, euh, il y a eu une amélioration quand même des technologies utilisées instrumentales, mais aussi des analyses de données associées, pour de plus en plus mieux caractériser ça et avoir une bien meilleure résolution pour aller observer de mieux en mieux toutes ces anisotropes et apprendre tout ce que ça pouvait nous donner. Et actuellement, effectivement, sur la polarisation, il y a encore beaucoup de choses à voir. Il y a un travail qui a été fait également par Planck et par d'autres expériences également. Euh, En gros, alors pour parler d'expérience CMB, il y a actuellement 3 grands sites qui sont favorisés pour avoir les meilleurs sites possibles sur Terre avec le moins d'humidité. 2 grands sites sur Terre et dans l'espace essentiellement, pour avoir le moins d'humidité possible et pouvoir littéralement juste installer un télescope, avoir le pays hôte qui acceptera d'installer un télescope. C'est le désert d'Atacama au Chili et le pôle Sud. Il y a également à Hawaï, où il y a des télescopes, mais je crois pas qu'il y a d'expérience CMB, enfin de télescope CMB là-bas. C'est surtout, à ma connaissance en tout cas. D'accord. Mais on n'a plus le paramètre du coup, la chaleur qui affectait, ou maintenant on arrive très bien à le corriger, donc c'est plus un... Alors la température, on continue toujours à... Il y a pour certaines expériences, mais en fait, il continue toujours à essayer de l'étudier, à essayer de le contraindre encore davantage. Mais Planck a fait un énorme travail en fait pour aller mesurer ces anisotropies et les comparer, récupérer l'information statistique de ces anisotropies et les comparer à la théorie. Et en particulier, ils ont pu voir un très très gros accord entre la théorie, donc issue du modèle du Big Bang chaud, paramétrisé par ce qu'on appelle lambda CDM, donc un modèle qui, donc ce fameux 6 paramètres fil, et les observations. Et en gros, on continue, c'est toujours intéressant d'aller encore plus loin en fait avec la température, mais il y a beaucoup de missions actuellement CMB qui se font, comment dire, qui ont pour objectif principal d'aller encore davantage, encore plus loin également sur la polarisation, et en particulier d'aller détecter ces fameux modes B primordiaux. Donc, en gros, la polarisation, on peut, alors pour ceux qui qui font de la physique, si vous avez vu donc les photons, vous savez qu'il y a la température, il y a enfin, l'intensité, la polarisation qu'on peut paramétriser par des paramètres de Stokes. Et en gros, il y a une manière de transformer ces paramètres de Stokes et de reformuler ça en ce qu'on appelle les modes E et B. Ces modes E et B ils sont très pratiques parce que théoriquement, ils permettent de relier des conditions de comment dire ce qu'on appelle perturbation de la métrique, ce qui est un terme un peu technique pour parler finalement de ce qu'il y a en fait proche du Big Bang en fait au niveau des conditions initiales et ce qu'on a en fait dans ce plasma primordial également, qui ont donné lieu donc ces perturbations qui ont donné lieu à ce qu'on observe actuellement, par exemple sur la distribution de la matière actuellement, la distribution des galaxies par exemple, et la distribution des anisotropies également. Les anisotropies du coup qui sont des différences de température, des différences en fait, juste le fait que le CMB n'est pas homogène et qu'on a des petites variations au sein du CMB. Et dans l'idée, ces décompositions des modes E et B, on peut les relier à ces perturbations en particulier. Et les modes B primordiaux, dans la construction, on sait que, dans la construction mathématique, je veux dire, on sait qu'il serait émis, il serait en fait une sorte de pattern qu'on observerait dans la polarisation du CMB et qui serait issu d'ondes gravitationnelles primordiales, elles-mêmes qui sont des prédictions de l'inflation. Qui sont associées, l'inflation aurait généré des ondes gravitationnelles primordiales, qui auraient elles-mêmes impacté le CMB par un pattern caractéristique. D'accord. Donc en fait, on essaye, à travers l'observation de ces signaux B, de faire une sorte de chemin en arrière, C'est ça. de dire, ok, alors les signaux B ont cette tête-là,
ils ont une forme qui est particulière. Et du coup, c'est forcément dû à... Enfin, Forcément, potentiellement. potentiellement dû au fait qu'on avait des ondes gravitationnelles assez fortes pour créer une variation dans le signal. Et du coup, ensuite, ça amène du coup à la théorie de l'inflation. Plus on essayait de... En gros, on sait que ces modes B seraient liés à ces ondes gravitationnelles primordiales si elles sont là. Mhm. Et parmi les comment dire, progéniteurs de ces ondes gravitationnelles primordiales, enfin pas progéniteurs mais plutôt responsables, parce que progéniteur d'ondes gravitationnelles c'est encore un autre domaine, et l'inflation serait, on va dire, l'un des meilleurs candidats, en gros. D'accord. Mais le problème, c'est que pour aller observer, donc alors je précise effectivement parce que pour tous ceux qui nous écoutent, la température, du coup, c'était donc le fond du flux cosmologique était mesuré depuis les années 60, les anésotropies en température en particulier depuis les années 90, Mhm. la polarisation, les anisotropies en polarisation depuis les années 2000, par une expérience au pôle sud d'ailleurs si je ne me trompe pas. Et l'idée c'est que les modes E, on a pu également les observer, mais les modes B primordiaux. Qu'est-ce que tu veux dire par primordiaux? Primordiaux, je veux dire d'origine, dont l'origine serait ces ondes gravitationnelles primordiales, à différencier du coup des modes B qui seraient issus du lentillage. Mhm. Pour le dire autrement, les modes B c'est un pattern. Les modes B de polarisation c'est un pattern. Dans la polarisation, on sait que, sans rentrer trop dans les détails, la polarisation du fond du flux cosmologique est linéaire par diffusion de Thomson et sans rentrer dans les détails. Et l'idée c'est que on va identifier comme mode B toute chose, quand on modifie les cartes de ces modes B, de la polarisation, on va identifier comme mode B toute chose qui correspond au pattern des modes B. Mais l'origine, ce qui peut donner en fait ce pattern-là, ça peut être aussi bien des ondes gravitationnelles primordiales, du lentillage, donc c'est-à-dire le fait que les photons du CMB, ils ont été affectés par les structures naissantes de l'univers, des étoiles, galaxies, amas de galaxies. Et ça, on en voit l'impact, parce qu'on est capable, par la relativité générale, de prédire ce lentillage, de prédire en particulier, l'impact, ça va être que les photons sont déviés par ces structures, par la masse des structures. Et on est capable en fait d'essayer d'utiliser ça pour retrouver des informations sur ces structures elles-mêmes. Mais on sait aussi que cette déviation, ça impacte les modes E, ça en transforme certains en mode B. Ça, on est capable de le dire théoriquement. Et Les perturbations... en fait, Oui, désolé, je vais trop vite. Donc, on a des perturbations qui sont dues aux ondes gravitationnelles, donc du coup, Primordial. donc qui, elles, transforment les signaux E en signaux B. Qui plutôt produisent des modes B primordiaux. D'accord. Et ça, en fait, si on pouvait observer le CMB juste après qu'il ait été émis, on verrait directement, a priori, avec une bonne sensibilité, si on a une bonne sensibilité, ces modes B primordiaux, si on est capable d'aller les voir. S'il y a bien eu inflation, onde gravitationnelle primordiale. Donc toi, tu es en train de dire que tu as deux trucs qui ont potentiellement créé des signaux B. C'est soit ces ondes gravitationnelles, ou alors des galaxies originelles, ou ça, j'ai mal compris. En gros, c'est ça. C'est les photons du CMB, a priori, vont porter deux composantes des modes B. Les modes B primordiaux, qu'on essaie d'aller contraindre, et encore une fois, à supposer qu'on a bien eu ce chaîne d'inflation, etc. Et ces mêmes photons du CMB ont été également impactés par les structures naissantes, leur trajectoire a été modifiée. Et cette modification de trajectoire, ça crée également des modes B, mais du coup, ils ne sont pas d'origine primordiale. D'accord, ok. Et donc ça peut potentiellement affecter notre compréhension en les prenant pour des signaux originaux. C'est ça. D'accord. Et c'est là en fait où vient le traitement statistique de ces cartes, en particulier pour essayer, parce que autant donc on sait qu'il y a ce phénomène-là qui existe, mais on est capable de savoir on est capable en fait en particulier de récupérer ce qu'on appelle des spectres en puissance,
Donc pour le dire autrement, ça va être essayer de relier l'information physique avec des distances caractéristiques. Donc on va observer une carte et on va voir est-ce qu'il y a des distances caractéristiques qui sont plus ou moins pertinentes avec la carte et comment est-ce que ces distances caractéristiques sont reliées à la théorie. Et on est capable du coup de prédire le spectre associé au mode B issu du lentillage. On sait très Sud. ce qu'on appelle le lentillage, donc au mode B non primordiaux. Et L'antillage, en fait, c'est ce fait que ça soit dévié. c'est ça. Oui, désolé, oui, j'ai oublié de... Pas de souci. Et on a une prédiction également sur le spectre que devraient être les modes B primordiaux. On l'a pas mesuré. On a mesuré par contre les modes B issus du lentillage. On a pu les cartographier et on espère les mesurer encore mieux, soit pour encore mieux les différencier, pour voir les différencier de potentiels mode B tout court. Et évidemment, ça c'est juste sur les photons du CMB. C'est sans parler d'autres contraintes observationnelles qui sont par exemple le fait que on a la galaxie qui a également des émissions en micro-ondes par la poussière galactique, intergalactique, également les émissions sécrotrons qui eux-mêmes ont des signaux dans les modes E et B. On a également des traitements analytiques qui peuvent nous créer des modes B en excès qui sont juste issus du traitement analytique et qu'on veut essayer de corriger pour ne pas les prendre pour des modes B primordiaux. Donc en fait, on a à la fois ces photons du CMB qui portent cette information du double des informations en tout cas de mode B du lentillage et potentiellement de mode B primordiaux. Et derrière, quand on veut les observer, on capte tout le reste. D'accord. Mais donc du coup, j'ai du mal à comprendre du coup c'est quoi l'objectif qui est suivant. Si j'ai l'impression que on a à peu près réussi à prouver du moins que la théorie a l'air assez cohérente sur le fait que c'est des ondes gravitationnelles qui ont produit ces signaux B. En fait, ouais, je te laisse finir. Et donc du coup, j'ai l'impression que du coup les recherches suivantes qui essayent petit à petit de contraindre ce qu'on observe pour vraiment comprendre c'est quoi un signal B primordial. Qu'est-ce que ça nous amène en plus à découvrir du coup? En gros, l'idée c'est que on comprend théoriquement comment relier ondes gravitationnelles primordiales et modes B primordiaux, mais ces modes B primordiaux on les a jamais observés. D'accord. Donc on a des contraintes en fait sur quelle serait leur amplitude en gros et l'idée c'est qu'on va essayer de aller contraindre cette amplitude et mettre des limites supérieures, donc c'est-à-dire dire si on les observe, on va par exemple construire un instrument qui va avoir une sensibilité donnée et qui va être capable d'en observer jusqu'à telle ou telle amplitude et dire si on les a pas observer, c'est que ils sont potentiellement plus bas. Mais actuellement, on n'a jamais réussi à les observer. On a en fait des prédictions, c'est littéralement des prédictions de ce que ça pourrait être, de ce que ça devrait être, si on a bien compris l'ensemble des phénomènes de l'inflation et de ce qui va suivre. Mais en fait, l'idée, c'est que ce que je n'ai pas précisé, c'est que associé à l'inflation, il y a une multitude en fait, de modèles différents qui permettent d'arriver de faire la même phénoménologie, à savoir une expansion accélérée, mais qui sont tous en fait avec des différences issues de avec des phénoménologies différentes, des origines différentes, la gravité modifiée et d'autres joyeusetés. Et l'idée, c'est que ces différents modèles d'inflation vont prédire des niveaux de mode B différents. Et plus on va essayer de l'observer ces modes B et essayer de contraindre les niveaux supérieurs, plus on va pouvoir éliminer potentiellement des modèles d'inflation. Mais entre les contraintes qu'on va pouvoir apporter avec les télescopes de, on va dire, cette décennie, la prochaine, et la multitude de modèles d'inflation qui existent, il y a certains modèles d'inflation qu'on va, a priori, là, d'ici la prochaine décennie, même la fin de la prochaine décennie, qu'on ne pourra pas du tout en fait, contraindre parce qu'ils prévoient des niveaux de mode B beaucoup trop bas par rapport à ce qu'on sera capable de faire. En particulier parce qu'on a énormément de contraintes du côté observation. Moi c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais mon expertise, c'est plus côté cosmologie observationnelle. Et l'idée, c'est que
du coup, oui, désolé, je suis thésard, j'ai eu ma thèse, du coup, docteur, c'est bizarre de le dire, j'ai eu ma thèse il y a C'est vrai d'autres. que tu parles depuis tout à l'heure et on t'a pas présenté. Je pensais le faire un peu après, Oui. mais si ça a du sens avec ce que tu es en train d'expliquer maintenant, autant dire que tu es un thésard, enfin du moins que tu viens du coup de passer ta soutenance il y a 3 semaines, À c'est peu ça? près, ouais. Il y a à peu près 3 semaines. Donc du coup, ça se voit déjà de la manière dont tu parles que tu es totalement à fond encore dans le sujet. Oui. Et donc du coup, ta thèse portait sur le fait D'aller contraindre d'aller contraindre. ces modes B. Avec l'idée, en fait, que le nerf de la guerre, c'est d'essayer d'aller avoir des méthodes d'analyse les plus robustes possibles pour que lorsqu'on va avoir un signal qu'on va recevoir des télescopes, on puisse dire si on détecte des modes B ou pas de manière la plus robuste possible. Mm. Et si possible, évidemment, de préférence, de manière la plus agnostique possible. Si jamais, de ne pas en fait avoir de méthode qui va faire trop d'hypothèses très contraignantes pour aller observer ce qu'on va observer, et plus en fait d'essayer de pouvoir dire clairement, de manière robuste, on a des modes B, on n'a pas de mode B, avec les sensibilités qu'a notre instrument, en gros. Et du coup, l'idée c'est que détecter ces modes B, donc c'est soumis à énormément de contraintes. On ne sait même pas en fait si on pense qu'on a beaucoup de raisons de penser qu'ils existent, ces modes B primordiaux, mais pour l'instant on ne les a pas observés. Mais détecter ces modes B primordiaux, ce serait un énorme élément de confirmation relatif à l'inflation. Comme je disais, l'inflation, on ne peut pas l'observer directement. On a des observables indirects, et actuellement, on n'a pas d'observable qui a remis en cause, en tout cas à ma connaissance, directement l'inflation. Par contre, on est en manque d'observables d'observations plutôt, qui nous permettraient d'apporter des éléments de confirmation sur l'inflation pour aller déjà bien vérifier qu'il y a bien eu de l'inflation, mais également aller distinguer quel modèle d'inflation sélectionner. Par exemple, si jamais, je sais pas, dans 5 ans, on fait une détection mode B, une simple détection mode B ne permettrait pas forcément de dire quel modèle est à favoriser. D'accord, parce que potentiellement plusieurs modèles incorporent Pourrait avoir ce niveau des modes B primordiaux. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de ce que, imaginons 2 modèles, prenons les plus différents possibles, qu'est-ce que ça pourrait impliquer en fait? Alors, Enfin, qu'est-ce que chacun d'eux prédit sur... alors pour le coup, ça c'est Big plutôt loin de mon expertise précise. J'ai pour le coup des amis qui font ça. Dans l'idée, un exemple que je peux donner, c'est une paramétrisation possible de l'inflation. C'est avec une particule qu'on appellerait l'inflaton. Et par exemple, de modèle, on dirait extrémo, ce serait de dire qu'il y a un inflaton ou plusieurs inflatons, par exemple. Et par exemple, quelque chose d'autre que je peux... Donc les inflatons, ça serait quoi Alors, le sens physique est un peu compliqué, encore une fois, comme c'est pas mon expertise, j'ai un peu peur de dire des bêtises. Mais dans l'idée, la façon dont je comprends en tout cas, moi personnellement, ce serait plus une... comment dire on décrit en fait cette inflation par un champ, et ce champ, ça correspondrait donc avec un champ de la manière qu'en physique des particules, désolé, on décrit les différentes particules par des champs également. Et l'idée de cet inflaton, ce serait en fait d'utiliser ce formalisme, donc avec associé à cet inflaton un potentiel, une énergie cinétique, et utiliser ce formalisme-là pour exprimer différents modèles d'inflation avec différents types, par exemple, de potentiels associés à l'inflaton. Par exemple, de voir comment est-ce que l'inflaton va... paramétriser, par exemple, la fin de l'inflation par cet inflaton qui perd en énergie, en quelque sorte, si ça fait sens de parler de ça comme ça, encore une fois. Vulgarise. Je vulgarise, mais j'ai peur de dire des bêtises. Et ces différentes manières en fait qu'il peut avoir de perdre de l'énergie, mais également s'il y a plusieurs inflatons. Par exemple, un autre exemple que je peux donner, c'est au niveau de ces fameuses conditions initiales.
il va y avoir des prédictions qu'elles vont être gaussiennes, donc c'est-à-dire données par une distribution de probabilité gaussienne. Mais il va y avoir d'autres modèles d'inflation qui vont dire qu'il y a peut-être comment dire, une certaine quantité de non-gaussianité, c'est-à-dire de distribution non gaussienne qui serait en excès dedans, également dans ce qu'on observerait. Actuellement, ces non-gaussianités ne sont pas observées, on les contraint et on les contraindra de mieux en mieux avec les expériences à venir, mais elles ne sont pas observées. Mais potentiellement, si on les observait, ça pourrait permettre de sélectionner tel ou tel modèle d'inflation qui permettrait de dire, bah oui, tel modèle d'inflation avait prédit tel niveau de non-gaussianité. Mais ça, c'est pour le coup des observations qui sont encore très difficiles aussi à faire aussi bien de manière. La non-gaussianité, du coup, est due au fait qu'on a des paramètres qui sont extrêmes et du coup, ça affecte les. Alors, ça, pour le coup, stats la non-gaussianité dans l'inflation, je ne saurais pas dire exactement à quoi c'est dû. C'est plus dans le formalisme. J'espère encore une fois ne pas dire de bêtises. Mais en gros, l'idée, c'est différentes prédictions associées à différents modèles d'inflation, en fait, en gros. Et tous ont en commun quand même cette accélération de l'expansion et ce point commun de pouvoir régler beaucoup de cette espèce de, exception statistique qu'on a sur les conditions initiales. Mais en fait, on a beaucoup de liberté les théoriciens ont beaucoup de liberté pour pouvoir définir ça. Et du côté observationnel, on va essayer d'aller contraindre de mieux en mieux tout ça pour avoir des méthodes de plus en plus robustes au final, pour essayer d'aller dire quel modèle d'inflation, déjà voir ces traces de l'inflation, si on est capable de les voir, et ensuite, si on les voit pas, savoir ce que ça implique pour ces modèles d'inflation, et si on les voit, savoir ce que ça implique également. Toujours en fait il y a beaucoup d'incertitudes et c'est beaucoup de questions ouvertes au final auxquelles on essaie de répondre. Et moi, dans mon champ de le travail que j'ai pu essayer de faire, c'était plus des questions très concrètes certes, on voit ces photons du CMB dans le micro-ondes par exemple, mais il se trouve qu'on voit aussi beaucoup d'autres choses au micro-ondes, notamment la galaxie. Ou alors, on a ces cartes du CMB qu'on a observées, mais comment est-ce qu'on récupère de manière robuste, efficace, l'information statistique de ces cartes? Parce que si on n'a pas l'information statistique, si on a un problème pour la récupérer, on n'est pas capable ça va être très difficile en fait de comparer à la théorie. La théorie, ça va être vraiment sur les informations statistiques, sur comment est-ce que le spectre en puissance, quelle tête il va avoir, pour le dire différemment, et essayer de voir à partir de ce spectre en puissance, quels sont les paramètres qui peuvent changer, est-ce qu'il y a quelque chose auquel on ne s'attend pas du tout, potentiellement. Ça, c'est d'ailleurs une des grandes forces du CMB, c'est que il a pu permettre dans les tests qui ont pu être faits sur énormément de paramètres, sur tous les paramètres en fait, et sur les contraintes que ça a apporté, on a pu avoir un très très grand accord sur énormément de paramètres entre ce qu'on observait du CMB et la formation statistique qu'on récupère du CMB et ce qu'on observe après. Il y a évidemment aussi des tensions sur certains paramètres, et je parle de tensions, c'est-à-dire de désaccords sur par exemple la constante de Hubble qu'on observe dans le CMB et qu'on observe plus récemment avec les supernovas, qui sont en fait des questions encore ouvertes, et on ne sait pas forcément quelle application ça a, si c'est un désaccord fondamental qui devrait nous pousser à remettre en question le modèle complet, si c'est au contraire révélateur d'une phénoménologie qui serait intervenue entre le CMB et l'univers plus récent. Et il y a des discussions très très animées, très très actives actuellement entre les gens en fait qui se concentrent sur cette constante de Hubble, sur leurs mesures avec les supernovas, leurs mesures avec les géantes rouges, leurs mesures avec tout plein d'outils, avec les céléides aussi, et avec l'idée d'essayer d'aller accumuler le plus d'informations possible. Par exemple, ne serait-ce que là, il y a quelques mois, il y a des nouvelles mesures de H0, de constante de Hubble, qui ont pu sortir. Et j'ai assisté plus tard qu'il y a un mois à une conférence sur un peu l'état de l'art qu'on avait dessus, et avec justement des gens qui discutaient, qui détaillaient un peu leurs méthodes, et puis ensuite des débats un peu plus animés pour savoir
essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre faisait pour que les résultats étaient potentiellement différents. Est-ce que c'était dû à une expérience statistique? Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus profond? C'est super intéressant en fait tout ça, mais c'est quelque chose de très très actif. Et pour essayer de comment dire, faire en sorte que le modèle soit cohérent, que cet unique modèle qu'on essaie de décrire soit cohérent. Désolé, je suis parti peut-être un peu loin par rapport. Mais c'est super intéressant parce que du coup, ça n'a pas été observé, du coup, les synonymes, et tout le monde essaye un peu de voir si au final, est-ce que c'est quelque chose qui est valable ou sur lequel on devrait se baser pour. En fait, on essaie d'aller les observer pour, avec l'idée de, si on les observe, on a beaucoup d'informations sur ce qui se passe très proche du Big Bang, ce qui est une information qui en cosmologie est extrêmement précieuse, enfin, parce qu'on a très peu d'observables sur indirect évidemment, sur ce qui se passe très proche du Big Bang. Donc c'est extrêmement précieux en fait, comme information si on peut l'avoir. Et si on l'a pas, de savoir ce que ça peut impliquer, est-ce qu'on a des alternatives. Il y a notamment une alternative. D'accord, donc il n'y a pas que les signaux B pour potentiellement nous aider dans cette explication. C'est juste que ce serait une sorte pas de voie, enfin quelque sorte de voie royale en fait. Ce serait quelque chose d'extrêmement précieux si on pouvait les avoir pour apprendre ces modes B primordiaux, pour apprendre qu'est-ce qui serait passé, une phénoménologie de ce qui serait passé. Par exemple, typiquement, je discute avec un ami il y a quelques semaines, par exemple, on discutait du fait que dans ces modes B primordiaux, on pourrait avoir une trace de champs magnétiques primordiaux, encore une fois, non observés, champs magnétiques primordiaux, théorisés, il y a une grande activité autour de ça, qui en fait, ces champs magnétiques, dont on aurait l'impact qui serait intervenu dans ce plasma primordial, et dont on pourrait avoir potentiellement un impact sur les modes B, et potentiellement observer ces modes B primordiaux nous permettrait de contraindre ces champs magnétiques primordiaux, et de voir un peu plus ou moins quand est-ce que ça aurait pu apparaître. Mais encore une fois, ces champs magnétiques primordiaux, on les a pas observés, enfin actuellement on les a pas observés, c'est très très théorique. D'accord, donc tu veux dire que les photons du fond diffus garderaient cette histoire de champ magnétique qui les a perturbés. Potentiellement, c'est ça. Et dans l'idée, le nerf de la guerre, c'est de savoir d'extraire le maximum d'informations de ces photons du CMB. Encore une fois, parce qu'on ne peut pas avoir d'observation directe de ce qui se passe avant. En tout cas, pas avec des photons. Il y aurait potentiellement des ondes gravitationnelles, le fond diffus, le fond stochastique d'ondes gravitationnelles qui pourraient apporter des informations mais plus du coup pas des photons avec des ondes gravitationnelles. Mais on n'a pas vraiment d'informations directes autrement, d'observation directe pour être exact, de ce qu'il y a avant, en dehors en tout cas de ce que je discutais au début sur la nucléosynthèse primordiale et formations qu'on peut avoir dans les corps célestes avec les quasars par exemple. D'accord, donc si tu pouvais ma thèse en 180 secondes. Oui. Bon, là on a parlé pendant. Oui. J'essaie de revoir. Oui. Quand on a parlé. Je suis désolé, je suis parti un peu dans tous les sens. Non, mais c'est vraiment super intéressant. Donc ça fait à peu près 1 heure qu'on parle de fonds diffus cosmologiques, de signaux B, de théorie de l'inflation, etc. Est-ce que tu peux nous résumer très rapidement, en gros, qu'est-ce que toi tu fais et qu'est-ce que tes travaux impliquent sur les origines de l'univers? En gros, l'idée, ce que je fais, donc moi je suis plus sur la partie observation du fond diffus cosmologique, de prendre en compte les contraintes observationnelles dans la mesure du fond diffus cosmologique, en particulier dans sa polarisation. Et moi, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est des méthodes d'analyse pour s'assurer que la possible détection des modes B gravitationnels, signal qui serait potentiellement conséquence de l'inflation, puisse être la plus robuste possible, parce que ces modes B primordiaux nous donneraient une information unique sur l'inflation si on est capable de les détecter. Très bien. Je te donne 20 sur 20.